France Bleu Paris. France Bleu. Bleu découverte. Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu Paris. Et c'est jusqu'à 13h, nos découvertes, midi 13h, avec nos invités aujourd'hui. Avant 13h, Pia Clément rencontrera pour nous une femme de Paname. Elle s'appelle Véronique Masneau, elle est auteure de livres pour enfants. Muriel Giordan nous fera découvrir les coulisses des grandes eaux de Versailles. Mais tout de suite, on poursuit notre coup de projecteur sur les acteurs des JO Paris 2024 et sur les gens qui se bougent dans notre région. On va s'intéresser aux Jeux paralympiques, entre autres, bien sûr, avec un champion d'Europe de cécifoot, membre du comité Génération 2024, Yvan Wanji. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yvan. Pour mener cet entretien, je suis en compagnie de Sarah Ichou. Bonjour Sarah. Bonjour Laurent. Sarah est journaliste du site Bondiblog, un site d'information original. Et puis on va s'intéresser à une rubrique sur ce site qui s'appelle Les Bâtisseurs. Alors avant cet entretien avec notre invité, donc Yvan Wanji, un entretien qu'on va partager ensemble. Sarah, déjà merci d'être sur France Bleu. Tous les mois, on vous retrouvera, quelqu'un de l'équipe de ce site internet Bondiblog, pour nous présenter ce que vous appelez les bâtisseurs. Mais avant d'interroger notre bâtisseur du jour, le beau gosse Yvan Wanji. Sarah, racontez-nous un petit peu ce qu'est Bondiblog. C'est un site d'information, je le disais, mais original. Exactement. Le Bondiblog, c'est un média en ligne, Ouais. qui raconte les quartiers populaires depuis 2005, depuis les révoltes urbaines de 2005. Et sur le Bondiblog, on a des interviews, des portraits, des reportages, des enquêtes, mais aussi des émissions radio. Donc, par exemple, on va parler de foot aujourd'hui. On a Foot Pop, une émission donc, sur le foot dans les quartiers, Ouais. vie scolaire et tout plein d'émissions. On fait aussi de la vidéo. Ouais. Et donc, la mission du Bondiblog, c'est de raconter la vie des quartiers. La vie des quartiers. Et la vie des vrais gens qui y habitent et pas seulement quand ça pète. D'accord, vous êtes une grande équipe. On est une trentaine de personnes. D'accord. Donc vous êtes journaliste et vous nous présentez aujourd'hui ce que vous appelez un bâtisseur. Alors c'est quoi cette rubrique, les bâtisseurs? Alors cette rubrique vient du fait que dans notre quotidien, au Bondiblog, on rencontre tous les jours des acteurs des quartiers populaires. Donc ça peut être des sportifs comme Yvan aujourd'hui, des entrepreneurs qui font la vie des quartiers. Et donc nous, on a décidé de les mettre en lumière sur le Bondiblog. Donc toute l'année, D'accord. très couramment, on les met en lumière. Et donc on a décidé de poursuivre cette mise en lumière avec France Bleu. Exactement. Les Tous les mois, on découvrira un personnage incroyable, formidable, génial, j'ai envie de dire aujourd'hui. On a un bon exemple. Alors Yvan Wanji, racontez-moi, Sarah, un petit peu qui est Yvan Wanji. Je l'ai dit, hein, c'est un sportif. Il est champion, c'est quoi, d'Europe, hein, c'est ça, Yvan? Il est champion de partout. De partout. Yvan, On va parler de cécifoot. Exactement. Yvan est champion de France, champion d'Europe, médaillé d'argent au JO, meilleur espoir français en 2013 et son palmarès ne s'arrête pas là. Par ailleurs, il est étudiant en communication, consultant sportif à la télévision, acteur associatif. Autour de lui, beaucoup se demandent comment est-ce qu'il arrive à s'organiser. Lui, c'est donc Yvan Wanji. Yvan, bonjour. Bonjour, On s'est pas dit Yvan. bonjour. Ah oui, on a oublié de dire un truc, parce que bon, cécifoot, ça dit peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent, pas tous évidemment, mais Effectivement, il voit rien. Ouais, Non, il est exactement. non-voyant. Et il Yvan- s'est pas perdu, il est venu nous voir. Il est venu en France Bleu. transport. Voilà. Il est venu en transport. Voilà. Alors, Et ce n'est pas un détail parce que dans votre parcours, c'est très intéressant, votre parcours. Je dois dire auparavant, il faut dire la vérité, c'est que vous avez vu jusqu'à l'âge, je crois, de 9-10 ans. C'est ça, ouais, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Et après, j'ai eu un décollement de la rétine. Voilà. Et donc, vous avez une perception que certains non-voyants de naissance n'ont pas, c'est-à-dire que vous, on peut vous parler de couleurs, on peut vous parler de paysages, c'est en mémoire. Effectivement, ouais, ça me parle. Lorsqu'on me parle d'une couleur, je la visualise. Lorsqu'on me parle d'un espace, je me le représente plus facilement. Et lorsqu'on vous parle de foot aussi, le foot que vous connaissez Évidemment. depuis toujours. Le foot, ouais, que je connais depuis toujours. Et je suis originaire du Cameroun, qui est un pays très foot. Et effectivement, je suis un passionné de foot. J'assiste aux matchs, je joue. Voilà, comme ça, tout est clair. Tout Alors, est Sarah. clair. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'Yvan et moi nous connaissons. Mhm. Nous étions dans la même promotion à Paris 8 en Infocom, donc à Saint-Denis. Et donc, Yvan, Oui. on va se vous voyez ici. Ah oui. Allez. Vous Ouais. n'avez que 24 ans. Effectivement. Et donc, vous avez ce palmarès qui est évidemment impressionnant. Et vous l'avez donc décroché, Laurent, vous le disiez, dans un sport qui est le cécifoot. Mhm. Et un sport qu'on a décidé de mettre à l'honneur aujourd'hui sur France Bleu, parce qu'Yvan et beaucoup estiment effectivement qu'on n'en parle pas assez. Donc Yvan, première question, le cécifoot, c'est quoi? Ouais, voilà. Alors, Alors, expliquez-nous le comment. cécifoot, donc c'est du football adapté pour les personnes malvoyantes et non-voyantes.
Donc c'est du 5 contre 5. Ça se joue sur un terrain de dimension handball, donc sur un petit terrain. Seul le gardien de but est voyant. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux, parce que parmi nous, il y a des malvoyants et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité. Ensuite, comme particularité, donc dans le ballon, il y a des clochettes, comme des billes. Du coup, lorsqu'il roule, on l'entend sur le terrain. Et la dernière spécificité du cécifoot, qui est peut-être la plus importante, c'est que derrière le but où on doit marquer, il y a un guide. C'est quelqu'un qui voit. Il est situé dans l'axe, derrière le gardien adverse, et il nous oriente, il nous indique le but. Par la voix, hein, bien Par sûr. la voix, exactement. Donc si, par exemple, je suis en attaque, le guide, il va me dire « Yvan, t'es à 12 mètres, t'es à 5 mètres, t'as un défenseur devant toi, t'as 2 défenseurs. » Après, c'est beaucoup de l'écoute et on communique beaucoup entre nous, les joueurs. Vu qu'on ne se voit pas, la communication est encore plus importante. Ah bah ça, on doit en faire un sou dans les matchs. Non, en fait, c'est une communication, je dirais, qui est intelligente et qui est raisonnée. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne parle pas pour parler. D'accord, j'ai compris. Les choses essentielles. Alors, là, on a découvert ce qu'était ce sport. On va voir un petit peu votre implication, puisque je sais que vous faites partie du comité Génération 2024 pour l'obtention et les JO à Paris. Ça, je le sais, votre implication pour les JO 2024. On va parler du cécifoot. Est-ce que c'est un sport accessible dans notre région et dans nos quartiers? On va parler de tout ça dans un instant avec, je le rappelle, Sarah Ichou du site Bondy Blog, notre invitée aujourd'hui. France Bleu Paris. France Bleu. Midi 19, elles sont deux, Pia Clément et une femme de Paname. Bonjour mesdames. Bonjour Laurent. Pia, vous êtes en compagnie de Véronique Masneau, qui est auteure de livres pour enfants traduits en anglais, en coréen, en turc, en brésilien. Et vous vous retrouvez dans l'écrin de la galerie Vivienne. Ça, c'est près des Grands Boulevards. Voilà Laurent, en fait on est assise sous la coupole d'une des galeries de la galerie Vivienne. On est sur 2 très grandes chaises en bois. Alors Véronique, vous avez publié une 40aine d'albums dont vous êtes l'auteur, donc c'est vous qui avez écrit les mots des albums pour enfants. Dans vos histoires, il y a des géants qui rêvent, des arbres à bonbons, des baleines à 4 pattes, des vieux tigres. Alors est-ce que vous préférez la compagnie de ces personnages ou la compagnie des enfants qui vous racontent à quel point ils ont aimé leur lecture ? Ah bah non, j'adore la compagnie des enfants et c'est vrai que les miens ont beaucoup grandi, donc ils ne sont plus lecteurs de ces livres-là, mais ça m'a pas du tout empêché de continuer dans cette ligne. Et c'est vrai que tous les petits personnages, des contes, etc., c'est je sais pas comment dire, c'est des petites étincelles en fait. Des fois, l'idée d'écrire un livre va venir du personnage lui-même et d'avoir l'envie de lui faire vivre des aventures. Vous avez le souvenir d'avoir été une petite fille qui était bourrée d'imagination et à qui on disait dis donc ça tourne là-dedans, ça tourne vite? C'est vrai que je dessinais beaucoup. Alors est-ce que je dessinais des choses imaginaires ou des choses plutôt quotidiennes? Je pense que j'étais plutôt dans le quotidien justement et raconter des choses à partir de mon quotidien. Je ne sais pas si je partais beaucoup dans l'imaginaire. L'imaginaire, je pense que c'était par la lecture que je l'ai acquis. Voilà. Après, moi, je dessinais énormément, tout le temps. Donc si j'ai bien compris, vous êtes à la fois une staccanoviste de la plume et du pinceau. Et aujourd'hui, vous portez des boucles d'oreilles en forme de crayon à papier. Alors c'est quoi votre truc finalement, Véronique? Justement, avec un crayon à papier, on peut à la fois écrire et dessiner, donc c'est pratique. Alors est-ce que parfois c'est difficile justement de jongler entre les deux, entre le dessin et la plume, ou pour vous c'est complètement naturel depuis toujours? C'est naturel, oui, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que quand j'écris, je suis à fond dans l'écriture, mais quand je vais poser mon clavier d'ordinateur, je vais avoir envie de dessiner. En fait, ça se nourrit, ça se complète. Je peux pas choisir. Vous pensez que quand vous écrivez purement, vous avez une façon d'écrire qui est différente du fait que vous sachiez dessiner et peindre? Alors là, je ne sais pas du tout. Je sais que quand j'écris des albums qui sont destinés ensuite, enfin des textes d'albums qui sont destinés ensuite à être illustrés, je pense laisser beaucoup de place à l'illustration et ne pas tout dire dans le texte, parce que je sais que l'illustrateur va avoir la liberté, en fait, lui, d'exprimer aussi plein de choses par les images. Merci Véronique. Merci à vous. Voilà Laurent, maintenant je vais accompagner Véronique dans une magnifique boulangerie ancienne du quartier de la Galerie Vivienne. Elle va faire des croquis avec 3 amis à elle qui font des carnets de voyage. Et moi, pendant ce temps, je vais dévorer des petits pains. Voilà, bon après-midi à tous. Merci. Retrouvez la plume de Véronique Masneau dans son dernier album, Le Géant qui rêvait, illustré par Peggy Neal et publié aux éditions de L'Élan Vert. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question, Yvan. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Ichou du Bondy Blog et Yvan Wanji est un champion de cécifoot. Yvan, vous êtes jeune, vous avez, je crois, 24 ans.
c'est ça? C'est ça, ouais. Vous êtes engagé dans le monde associatif pour les JO, on va en parler dans un instant avec Sarah. Je rappelle que vous êtes non-voyant. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, un petit francilien qui naît non-voyant dans notre région, il a accès à toutes les lectures? Est-ce qu'on a aujourd'hui accès à tout? Non, malheureusement, on a accès aux livres modernes, aux livres récents. Oui. Mais pour les livres un peu plus anciens, non, parce qu'ils ne sont pas forcément numérisés, ils ne sont pas forcément accessibles en audio. Parce qu'un non-voyant, il a 3 manières de lire un bouquin, soit en braille, donc le mode classique, soit en audio, donc en écoutant le bouquin, soit sur le numérique. Ouais. Mais malheureusement, des bouquins en numérique, il y a une question de droit d'auteur, c'est un peu compliqué. Donc, Et le smartphone qu'on place au-dessus d'un journal ou d'un livre et qui automatiquement, avec une application, transforme le texte en vocal. Alors, ouais, C'est pas encore au point, ça? Si, c'est plutôt pas mal, mais la difficulté souvent, c'est que la reconnaissance vocale ne reconnaît pas forcément tous les caractères. Ah oui, d'accord. tout le temps. Bon, il y a encore du boulot alors. Un petit peu, ouais. Sarah, on va parler des JO avec notre invité aujourd'hui. Tout à fait. Yvan, nous l'avons bien compris, le cécifoot occupe donc une grande place dans votre vie. Et ces derniers temps, vous êtes aussi très investi dans une cause, donc c'est la candidature de Paris au JO 2024. Comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans cette campagne? Alors, donc, j'ai été sollicité par la ville de Paris, donc, pour intégrer ce comité. Et de manière très concrète, donc avec le comité, on intervient énormément dans les écoles, dans différentes structures pour sensibiliser les jeunes au handicap et à la pratique du sport, donc les inciter à faire du sport, et on leur fait également découvrir le cécifoot. Et il faut savoir que les enfants sont très enthousiastes et ils sont heureux parce que... Oui, parce que vous faites aussi de la sensibilisation en milieu scolaire. C'est ça. Pour leur faire découvrir le cécifoot et surtout pour leur dire qu'en 2024, s'ils travaillent, s'ils sont actifs, ils pourraient effectuer ces JO-là parce qu'il y a encore de la marge jusqu'en 2024. Ah oui, il nous il y a reste du 7 temps ans. quand même, ouais. Voilà, donc c'est aussi une manière de dire à nos jeunes que mettez-vous au sport, pratiquez-en de plus en plus et qui sait, peut-être qu'en 2024, vous rayonnerez en région parisienne. Avant d'être champion, avant d'être vraiment sélectionné pour représenter notre pays, vous êtes entraîné pendant combien de temps? Vous avez commencé le cécifoot longtemps avant? J'ai commencé le cécifoot en 2008 Et vous avez été sélectionné? et j'ai été sélectionné en août 2010. Mon premier tournoi, ça a été la Coupe du Monde en Angleterre. Excellent. Ouais. Et donc là, avec l'équipe de France, on prépare la Coupe du Monde qui a lieu dans un an à Madrid. Très bien. Yvan, les JO vont en grande partie se dérouler en Seine-Saint-Denis. On a d'ailleurs vu votre portrait affiché dans certaines villes du 93, pour ne pas dire tout le 93. La star. C'est ça. Qu'est-ce que ces JO vont pouvoir apporter à ce département selon vous? Et vous êtes, on le rappelle, vous-même habitant de ce territoire, à Rosny-sous-Bois précisément. Effectivement, déjà, ça me fait particulièrement plaisir que les JO, qu'on les ait en France, encore plus en Seine-Saint-Denis, parce que c'est un département qui est souvent décrié et pointé du doigt. Et je pense que ça va être quelque chose de positif au niveau social et on montrera au monde entier que le 93, c'est un bon département, qui n'a pas tant de problèmes qu'on voudrait le dire. Et ça va vraiment être quelque chose de positif pour la ville, pour le département. Et ça va permettre surtout de créer de nouvelles infrastructures, de créer de nouveaux modes de transport, de créer de nouveaux logements. Donc au niveau social, au niveau sportif, au niveau économique, tout va être bénéfique avec l'obtention de ces JO-là. Et ça va également montrer aux gens que dans le 93, on peut avoir un handicap et se déplacer, que c'est accessible, qu'on peut faire du sport. Donc, à tout point de vue, ça va être quelque chose de très, très, très important, ces JO-là. On va continuer à parler et de sport, et de diversité, et de handicap, et de différence. Votre témoignage est important aujourd'hui pour un petit peu la situation de ce qui se passe justement dans tous ces quartiers, comme on dit. Il est 12h26, on s'intéresse donc à tout cela dans un instant, mais on se balade aussi dans notre région en version accès privé avec Muriel Giordan, direction Versailles, juste après ça. France Bleu. Bleu découverte. Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu Paris. Accès privé tout de suite avec Muriel Giordan à l'occasion des grandes eaux de Versailles qui ont lieu en ce moment même au château de Versailles jusqu'au 29 octobre prochain. Muriel a retrouvé Gilles Fontainier au château de Versailles. C'est un fin connaisseur des souterrains du château où des kilomètres de câbles servent à alimenter les différentes fontaines. Un lieu inaccessible au public bien sûr, peu éclairé, très humide, elle y est. Oui, alors écoutez bien, là c'est assez inédit ce qui se passe. Je suis donc au château de Versailles. Il y a un petit chemin là, comme ça qui passe inaperçu et qui mène vers une petite porte. Et pour y entrer, il faut quasiment baisser la tête. On se croirait dans Alice au Pays des Merveilles. Gilles Bultès, vous êtes
fontainier au château de Versailles. C'est inédit là où vous allez m'amener. Ah, c'est tout à fait inédit. On va passer sous terre et on va se retrouver à voyager un peu dans le temps, à suivre les canalisations qui vont remonter à un réservoir et à une fontaine. Et c'est des endroits dans un état qui est quasiment conservé et que là, on a l'avantage, le privilège de pouvoir observer et regarder et se rendre compte de la qualité du travail et des ouvrages qui sont toujours en place de Louis XIV et du 19e. La clé. Il faut la bonne clé. La clé spéciale et on va rentrer là. Alors on entre, on se baisse. Parce que ça fait combien de hauteur ça Parce que moi je suis toute petite et presque ma tête touche le plafond. On est à 1m60 au début, ça sera un peu plus haut après, mais c'est vrai qu'il y a un endroit beaucoup plus bas quand on passe sous le bassin de la Tonne. Et là, c'est presque pour les nains pour passer là. Alors. Voilà, on longe, on se trouve, attention à la marche. Ouais. Ici, on se trouve juste à côté d'un réservoir souterrain immense. C'est un réservoir qui fait 66 mètres de long, donc vous voyez, qui est vraiment d'une grande longueur, 17 mètres de large. Et on y stocke une masse d'eau énorme, 2,5 millions de litres, pour notamment aller alimenter par la suite, avec ces 3 canalisations de taille, la salle de bal. On a l'impression évidemment alors que c'est très bien entretenu parce que c'est d'époque. Vraiment, donc c'est-à-dire que sous Louis XIV, on avait ces canalisations-là. Voilà, il y a quelques canalisations ici de Louis XIV qui sont celles qui rentrent dans la terre là-bas. Ici, c'est des canalisations, c'est marqué 1850, donc elles ont été changées au 19e. Est-ce que je peux m'agripper là? Non, je vais éviter. Alors, il faut imaginer ici, il y a de la lumière, mais il y a 13 ans, il n'y avait pas de lumière. Les conditions de travail étaient un peu compliquées, les fontainiers étaient à la torche. Et puis, on se retrouvait avec tous ces couloirs à traverser avec tout le matériel pour aller réparer jusque sous la tonne. Donc le matériel, ça peut être une bouteille de gaz pour souder, ça peut être des pins de plomb, ça peut être le chaudron qui fait 40 kilos. Et là, on se tient à une rampe parce qu'il y a une pente un peu mouillée, il y a un peu de boue, un peu de pierre. C'est un peu plus humide, on voit les compressions sur la voûte avec... juste toutes les infiltrations d'eau qui passent à travers les joints. Ah oui, on les voit bien au-dessus de nos têtes, là, ces infiltrations. Voilà, ça fait des petites stalactites qui sont là. Et donc là, on va avoir ce couloir qui est beaucoup plus bas parce que finalement, on se retrouve à passer sous le bassin. Voilà, donc dernière étape, encore une échelle. Oula, vous entendez comme ça résonne? Voilà, donc on se retrouve, il fait un peu plus chaud là, vous voyez? Donc on est sorti de terre, pourtant on ne voit pas du tout la lumière. On est complètement dans le noir et puis on est juste à côté de différentes canalisations, tout en plomb, qui sont sous forme de couronne, donc qui ceinturent le noyau central qu'on retrouve ici et qui permet de faire reposer la déesse de la Tonne et ses 2 enfants. Et ben voilà, pour découvrir les jardins, fontaines et bosquets en pleine animation au château de Versailles à l'occasion des grandes eaux de Versailles. Réservez vos places sur le site du château de Versailles, c'est jusqu'au 29 octobre. Et là, évidemment, je ne peux m'empêcher de vous demander votre avis. Yvan, je rappelle Yvan Wanji, notre invité aujourd'hui avec Sarah Ichou du Bondi Blog. Yvan, l'accès aux musées, aux expos, aux salons, à tout ce qui se passe dans notre région. Pour un non-voyant, est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce que maintenant tout est réfléchi ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Alors déjà, je trouve qu'au niveau des musées, on est plutôt pas mal. Pour avoir fait plusieurs musées, il y avait soit des maquettes en relief, soit il y avait des écritures en braille. Donc à ce niveau-là, franchement, j'ai pas senti trop d'écart. Et c'est vrai que plutôt, lorsqu'on assiste à des expositions, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être avec quelqu'un qui nous décrit, qui nous explique ce qu'il voit lui. Donc tout notre imaginaire se fait à travers la description de quelqu'un. Après, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça dans une exposition? Compliqué. On peut aller toujours plus loin. Et justement, est-ce que les JO Paris 2024 auront effectivement peut-être cette influence sur l'accessibilité? On en parle avec vous, Sarah également. Sarah Ichou, je le rappelle, du Bondi Blog. Oui. Yvan, lorsque nous nous étions rencontrés en octobre dernier, donc pour le Bondi Blog, j'écrivais un portrait sur vous. Vous me disiez, le handisport, on en parle tous les 4 ans lors des JO et après, c'est un petit peu merci, au revoir. Est-ce que les JO 2024, dont vous êtes du coup ambassadeur, je rappelle, vont améliorer la visibilité du handisport? Alors, c'est une excellente question. Je la peaufinerai même en disant que
pas améliorer le handisport, mais améliorer la vie des personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Parce que c'est notre réel combat, ça reste un réel combat social, c'est que le handisport, c'est bien de parler des Jeux paralympiques, mais comme on dit toujours, à la fin des Jeux paralympiques, le lendemain des Jeux paralympiques, on a toujours le handicap. Donc le handicap, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et on aimerait que ces JO-là ne soient pas qu'un leurre, ne soient pas qu'une fête, que ne soient pas que ponctuels. C'est-à-dire que c'est bien de travailler d'aujourd'hui jusqu'au JO de 2024, ok, pour parler de l'accessibilité, de réfléchir sur cette question par rapport à la promotion du handicap, du handisport, mais il faudrait que l'après-JO, que l'héritage soit de même. Il faudrait que les mentalités évoluent sur le handicap, sur la pratique du sport. Et ce qu'on aimerait, au-delà de tout, au-delà de nos performances sportives, c'est d'être vus et reconnus comme des athlètes à part entière. C'est déjà fait, non? Vous n'avez pas l'impression? Ça a Non, beaucoup de parce- succès, Oui, les Jeux paralympiques. Oui, auprès d'un public averti, auprès de nos proches, Auprès des de- médias, c'est diffusé. Auprès des médias, mais auprès du grand public, pas encore. Ça reste un gros combat à faire. D'accord. Beaucoup sont encore surpris quand ils nous voient jouer au foot. On leur dit oui, certes, on ne voit pas, c'est vrai, mais on est d'abord et avant tout des athlètes. On s'entraîne, on court. Enfin, il y a bien une sûr. réelle démarche de sportif. D'accord. Yvan, au cours de notre entretien, donc toujours en octobre 2016, oui, pour le Bondi Blog, vous me disiez « Je vois ma cécité comme une chance ». Est-ce que vous avez toujours eu ce discours positif sur votre handicap? Oui, et je l'ai de plus en plus parce que je me rends compte que mon handicap me permet d'être heureux au quotidien et je parviens à transmettre cette joie de vivre à mes proches, à mon entourage et je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir une importance dans la société parce que j'ai la chance d'intervenir dans les écoles. Du coup, j'ai cette chance-là d'être écouté. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir s'adresser au plus grand nombre de personnes et d'avoir voilà, un message à porter. Et tant que ce message peut être fructueux et peut être audible par toutes et tous, c'est le plus important. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, nous deux, donc c'était à l'université, mais j'en suis toujours surprise, c'est que vous avez une facilité à communiquer qui est quand même assez impressionnante. Oui. Vaut mieux pour quelqu'un qui se lance dans la communication. Et bien sûr, bien sûr. Mais lors de notre rencontre pour le Bondi Blog, vous m'aviez fait part d'une anecdote dans les transports en commun. Vous me racontiez que c'était particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est particulier parce que c'est un monde qui est vraiment, vraiment un monde souterrain, c'est le cas de le dire, mais c'est surtout dû au fait que nous ne voyons pas, on rencontre plus facilement les gens, donc les gens nous abordent beaucoup plus. Et ce qui m'étonne, ce qui me surprend de plus en plus, j'établis le constat suivant, je le dresse, c'est que les personnes voyantes, entre elles ne se parlent pas. Il y a de moins en moins de communication entre les gens. Les gens sont sur leur smartphone, écoutent leur musique. Et nous, du fait que nous ne voyons pas, les gens viennent plus facilement vers nous. Donc le contact est plus facile. Et je trouve que c'est quelque chose d'agréable et on fait pas mal de belles rencontres dans le métro. On se rend compte d'une réelle situation, que les gens ont du mal à communiquer entre eux. Et par contre, ils ont soif de découverte autour du handicap. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans le métro pas mal de gens et de leur faire découvrir le handicap, le handisport. Et je sens que les gens sont très ouverts, sont plus ouverts que ce qu'on voudrait dire. Oui, mais enfin, je sais que ça vous prend parfois un petit peu la tête parce que vous aimeriez bien être tranquille, Oui, écouter de la musique et c'est non pas vrai ce que tout aussi, le monde c'est aime vous vrai, c'est parler. vrai. Effectivement, c'est très bien ce que vous dites, Laurent, parce que dans le métro, les gens viennent tout le temps nous aborder en se disant, en partant du postulat suivant, c'est qu'on ne connaît pas notre chemin ou qu'on est perdu. Alors qu'on leur dit non, on peut prendre le métro en sachant notre itinéraire. C'est vrai que parfois on a besoin d'un renseignement pour la sortie ou pour la direction, mais c'est pas pour autant qu'on ne maîtrise pas le chemin qu'on Bien veut sûr. emprunter. Bon, cela dit, si c'est une jeune fille qui vient vous parler, peut-être Ah aussi, oui. c'est peut-être aussi de la drague. On continue cette conversation très intéressante et le parcours de vie de notre invité aujourd'hui juste après ça. Bleu Découverte. Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu Paris. C'est trop rapide, mais on découvre aujourd'hui le parcours d'Yvan Wandji, qui fait partie du comité Génération 2024 pour l'organisation des JO à Paris. C'est un médaillé d'argent aux Jeux paralympiques 2012 à Londres. C'est un champion de cécifoot et ce débat est mené bientôt terminé, avec Sarah Ichou, ça passe trop vite, du site Bondi Blog, puisque c'est votre bâtisseur, notre bâtisseur aujourd'hui. Sarah, vous aviez encore une question essentielle. On en a encore plein, mais on n'a plus le temps. Ça c'est sûr. Yvan, entre votre carrière de sportif, vos activités associatives, vos études de communication, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Alors, c'est une excellente question. Dans 10 ans, j'espère être le même, toujours avoir cette même joie de vivre et continuer à être dans les écoles
Dans 10 ans, je sais pas, peut-être ambassadeur du cécifoot dans le monde, je sais pas, ou au moins parler du handicap dans le monde, pourquoi pas à l'ONU, je sais pas. Eh ben alors pourquoi pas, il faut avoir des objectifs comme ça dans la vie. Est-ce on a parlé beaucoup du cécifoot, hein, il faut des terrains, il faut des lieux. Est-ce qu'il y en a beaucoup à Paris ou dans nos départements limitrophes? Alors non, malheureusement, il y a un gros problème d'infrastructure, de terrain spécifique adapté pour les personnes non-voyantes, donc pour jouer au cécifoot. Et effectivement, c'est aussi un de nos combats pour ces JO-là, donc sachant qu'on aura ces Jeux, l'important ce serait également de créer des terrains spécifiques sur lesquels on pourra s'entraîner toutes les semaines, si on veut surtout avoir cette médaille d'or lors des JO, parce que nous on s'entraîne sur des terrains de futsal, mais la difficulté c'est que c'est cher, c'est coûteux pour la fédération, donc c'est compliqué d'avoir des créneaux régulièrement, et ce qu'on aimerait c'est avoir des créneaux perpétuels ou avoir un terrain à nous. Comme les voyants, comme les joueurs valides, qu'il n'y ait pas de distinction et de discrimination. Et vous avez une idée des licenciés, du nombre de gens qui jouent au cécifoot en France? Il faut savoir qu'en France, il existe un championnat qui est composé de 10 équipes, un championnat national. Il existe à peu près 150 licenciés. Ouais. C'est plutôt pas mal parce qu'il y a 7 ans, il y avait 6 équipes et là, il y a 10 équipes. Donc, ça progresse. Mais il y a encore plein de non-voyants qui ne savent pas que le cécifoot existe. Donc, il y a ce travail-là déjà d'aller dans les écoles spécialisées, dans des centres adaptés pour faire découvrir le cécifoot aux personnes handicapées. Après, elles pourront pratiquer. Mais d'abord, aller faire un travail de déblayage. Et dans ces cas-là, on vous appelle, vous avez une association Oui, où on tape sur Internet Cécifoot France. Oui, on peut nous retrouver facilement à travers les réseaux sociaux. Voilà, et puis, les JO 2024, donc vous jouerez en 2024? Alors j'aurai 31 ans, donc je serai comme on dit, en pleine force de l'âge, donc a priori oui. Bon, alors c'est quoi la meilleure équipe en ce moment dans le monde? Et est-ce qu'en 2024 on sera champion olympique? Alors c'est le Brésil. Le Brésil a remporté les 4 JO. Il faut savoir que le cécifoot est au jeu depuis 2004, Athènes. Et le but en 2024, ce serait pourquoi pas une belle finale France-Brésil, comme en 98, et un même succès. D'ici là, je rappelle que vous travaillez toujours au comité d'organisation, enfin au comité Génération 2024, alors qui s'occupe évidemment de l'éducation et de la vision de l'olympisme chez les jeunes. C'est ça, l'olympisme et du paralympisme. Donc, ça sera d'intervenir encore plus dans les écoles, sachant que le chrono tourne jusqu'en 2024. Et le but, c'est qu'il y ait un engouement réel durant ces Jeux-là, qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent découvrir le handisport de manière globale, qui viennent s'éclater, qui viennent prendre du plaisir en voyant que c'est du sport. Bon, d'accord. Eh bien, on va se quitter maintenant, je suis désolé. Alors, la prochaine fois qu'on vous croise, que ce soit dans le métro, dans la rue, pas besoin obligatoirement de vous aider à trouver votre chemin. Si, on peut faire une photo avec lui parce qu'on est fan de lui. Ça m'est arrivé, mais... À mon avis, il a des fans dans l'air. Je raconte pas tout d'ailleurs. Oui, non, vaut mieux pas. Bon, alors, on a partagé cette interview avec vous, Sarah Ichou, je rappelle du Bondy Blog. On rappelle comment lire vos articles, lire vos rencontres tous les jours. Rappelez-nous le site. Donc c'est www.bondyblog.fr et nous sommes, on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram maintenant. Il y a des adresses, il y a des choses comme ça. Alors vous tapez Bondy Blog partout et vous nous trouvez directement. Un grand merci, voilà. Merci à tous les deux de nous avoir transmis les bons messages. Bonne route d'ici 2024, mais on se retrouvera tous les mois, je le rappelle, avec quelqu'un de l'équipe du Bondy Blog. On vous attend, Yvan, sur le podium en 2024 avec de l'or ou d'ici là. C'est quoi la prochaine étape en termes de championnat? Alors, Coupe du Monde avec l'équipe de France, là à Madrid dans un an. Ouais. Sachant qu'on est rentré de Berlin la semaine dernière, dimanche, on a fini 4e de l'Euro. Pas mal. Et donc là, on prépare le mondial à Madrid dans un an. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet, voir au moins des vidéos. On ne demande pas forcément aux gens de venir au stade, mais déjà, allez sur Internet pour voir que c'est impressionnant. Et le message est On passé. peut être football ou non, mais allez voir. Merci, le message est passé. Yvan, Sarah, bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. France Bleu Paris. France Bleu.